Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier film d'animation de Ciné France avec La Balade des Dalton, tiré de l'œuvre de Maurice, Lucky Luke, ou Lucky Luke comme on disait alors parce qu'on était des quiches en anglais. Une BD qui fête ses 75 ans cette année, mine de rien. C'est pourtant du côté d'Astérix qu'on va partir dans un premier temps. En 1967 est sorti au cinéma le premier film d'animation consacré aux petits Gaulois, adaptation assez plate du premier album, Astérix le Gaulois. Film réalisé par les studios Bellevision sous la houlette de Ray Goodsens, dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos sur Tintin, ce sans qu'Uderzo et Goscinny soient au courant. Ils ont été mis devant le fait accompli lors d'une projection privée. Insatisfaits du résultat, ils bloquent la production de La Serpe d'Or qui était en projet, et font tout pour que le film suivant, Astérix et Cléopâtre, soit aussi réussi que possible, allant chaque semaine chez Bellevision pour s'assurer du respect de leur œuvre. En train, avant l'existence du TGV, ça devait être génial. Ils parviennent ainsi à ce que ce film soit plus abouti que son prédécesseur, mais ils ne sont tout de même pas pleinement satisfaits, même si à la décharge des studios Bellevision, ils devaient travailler dans des délais très restreints. À l'automne 1973, les deux hommes s'associent avec Georges Dargaud, ils investissent à part égale pour fonder leur propre studio, et je peux vous dire que les studios d'animation français à cette époque, ça ne court pas les rues. Goscinny et Dargaud demandent à Uderzo d'en devenir le président. Ils engagent des vieux routiers de l'animation tels Henri Gruel, Pierre Waltrin, Paul Grimaud, Bernard Roseau, et évidemment des animateurs, des intervallistes, des traceurs gouacheurs, même si dans ce milieu ce n'est pas aisé de trouver des talents dans l'Hexagone à l'époque, ce qui a quand même changé depuis. Le studio Idéfix posera ses meubles au 16 rue Guillaume Tell à Paris, ouvrant en avril 1974. Le logo est une parodie totalement assumée du logo de la métro Goldwyn-Mayer, et justement, pour s'exercer, il crée un court-métrage avec Idéfix. Il le présente à un producteur de télévision dans le but d'en faire une série, mais réalise que faire une trentaine d'épisodes comme envisagé dans un premier temps serait assez compliqué au niveau du scénario. On constate qu'aujourd'hui une telle entreprise ne fait plus peur, puisque cet automne sera diffusée une série de 52 épisodes avec Idéfix. Il préfère créer un long métrage d'animation, et Goscinny se colle alors à l'écriture du scénario, non adapté d'un album. Mais le problème c'est que pour accueillir assez de personnes pour créer tout un long métrage, les studios de la rue Guillaume Tell sont un peu petits. Georges Dargaud leur propose alors d'occuper les 2 derniers étages d'un nouvel immeuble rue Garnier, à Neuilly, dont seule une partie est occupée, en l'occurrence par sa société publicitaire Publiart. Pour pallier au manque d'expérience d'une partie de l'équipe, Goscinny recrutera Bob Maxfield, qui avait commencé comme assistant animateur chez Disney peu après la guerre. Le studio dépense une fortune pour du matériel moderne pour que le film ait de la gueule. Jusqu'à 120 personnes bosseront sur les 12 travaux d'Astérix, un film d'animation qui nécessitera 500 000 dessins et 400 décors. Et je dois vous dire que j'adore les 12 travaux d'Astérix, depuis toujours. Je peux vous dire que j'ai usé la VHS étant môme. Selon moi, il était alors le meilleur film d'animation sur Astérix, et malgré de sérieux concurrents sortis depuis, il le reste probablement. Grâce à la puissance de frappe de Dargaud, même si oui, son milieu est l'édition et non le cinéma, le fait est qu'il est à la tête d'une des plus grandes maisons d'édition de bande dessinée d'Europe, le film sera soutenu par une bonne campagne publicitaire. Astérix et vous Obélix, avez-vous conscience d'être la caricature des Français? Caricature vous-même? C'est quoi les Français? Le film est un vrai succès. Il atteint la 10e place du box-office de l'année, avec 2 200 000 entrées en France, un peu moins qu'Astérix le Gaulois en 67, mais un peu plus qu'Astérix et Cléopâtre en 68. Si les futurs dessins animés d'Astérix fonctionneront bien, il faudra attendre 2014 et le Domaine des Dieux pour battre ce chiffre. À l'époque, la presse est quasi unanime pour saluer l'exploit, et la qualité du film en général, malgré quelques ronchons. De plus, je parlais de 2 millions en France, mais il faut compter aussi les autres pays. En Allemagne par exemple, c'est le plus gros succès de l'année, regardez ça, avec quasiment 7 200 000 entrées. C'est un comble, il devrait plus nous parler à nous. Proportionnellement, il n'y a pas à ce point plus d'habitants en Allemagne pour expliquer un tel écart. Bien, pour éviter le surplus d'informations, on se retrouve juste après cet interlude. Donc, le succès est là et il est net, et pourtant la machine va déjà s'enrayer. Goscinny a des problèmes personnels, de plus, pour des histoires contractuelles sur les futurs albums de Lucky Luke et Astérix, sa relation avec Georges Dargaud s'est envenimée, du point de vue du studio, c'est assez ennuyeux quand 2 des 3 créateurs sont en froid. De plus, leur nouveau projet, La Balade des Dalton, était déjà prévu durant la production des 12 travaux. Quel est le problème, me demanderez-vous? Eh bien, alors qu'ils pensaient que la partie des membres du studio qui avait achevé sa part sur les 12 travaux pourrait commencer à travailler de son côté sur La Balade des Dalton pendant que le reste de l'équipe achevait les 12 travaux, ça s'est avéré impossible de manière organisationnelle. Il a donc fallu les payer alors qu'ils n'étaient pas productifs. Oui, c'était une autre époque. Sans même parler Covid, aujourd'hui, ils seraient sans doute mis au chômage. Résultat, financièrement, là où les 12 travaux auraient dû faire du bénéfice, ils partiront en fumée. Ce qui, si la partie de l'équipe disponible avait pris de l'avance sur le film suivant, n'aurait pas été un problème au bout du compte, à condition que le film fonctionne du moins, il s'y serait retrouvé au niveau trésorerie. Mais là, c'est une véritable fuite en avant. Uderzo alors va se retirer de la présidence du studio. Les candidats ne se bousculent pas pour prendre leur lait évidemment, il trouvera finalement un successeur, mais ce dernier n'était pas financièrement responsable contrairement au trio Dargaud, Goscinny, Uderzo. Quoi qu'il en soit, la balade des Dalton avance malgré tout.
C'est le deuxième long métrage d'animation de Lucky Luke après Daisy Town en 1971. Daisy Town qui était une histoire originale, l'album étant sorti des années après. Un film visuellement en deçà de son successeur, à l'intrigue et au rythme peut-être un peu moins abouti, mais qui fait le taf d'un point de vue ambiance et parfois assez drôle. Plusieurs des comédiens apparus pour ce film se retrouveront d'ailleurs dans le suivant, notamment 3 des 4 Dalton. Pierre Trabeau en Joe Dalton, Mais il n'y a pas de musique ici? Jacques Balutin en William Dalton, Non, c'est pour emporter. On vous fait un paquet, monsieur Dalton. Ça ira comme ça, c'est pas loin. et Pierre Tornade en Avril. Ah bah non, Joe m'en a pas parlé. C'est moi. Futur Abracurcix dans les 12 travaux d'Astérix, avant de reprendre le rôle d'Obélix pour les 4 adaptations animées suivantes. Jacques Legras fait un petit coucou pour une de ses 2 seules apparitions dans un dessin animé, avec donc la balade des Dalton. Pour ce dernier film, Goscinny est encore une fois au scénario, aidé de Maurice et Pierre Tiernia. C'est là encore une histoire originale, réalisée par Goscinny et Maurice réalisant des storyboards très précis. Il avait été prévu de donner du travail à faire à l'extérieur. Et je crois savoir qu'il avait été question de faire travailler des prisonniers. Et une personne du studio allait régulièrement à la santé pour donner des cellulos à gouacher. Et qu'ont gouaché les prisonniers, à votre avis? Les Dalton. La production du film est toutefois assombrie le 5 novembre 1977 par la mort de René Goscinny d'une crise cardiaque suite à un test d'effort chez son cardiologue. Il ne verra donc pas le film fini. La musique sera composée par Claude Bolling, qui nous a quittés en fin d'année dernière. Un grand dans l'écriture de la musique de fiction, puisqu'il a entre autres composé la musique de films comme Borsalino, Le Mur de l'Atlantique, La Naissante, 3 hommes à abattre et une tonne d'autres films, sans parler de la télé. Et concernant Lucky Luke, il connaissait déjà son affaire puisqu'il avait déjà composé la musique de Daisy Town en 71, et dans le futur, il participera à la musique de la première série animée. Ah mais ça tombe bien. Au casting, on retrouvera plein de grands noms. Du côté des Dalton, les 3 dont je vous ai parlé pour Daisy Town rempilent, et c'est Gérard Hernandez qui remplace Jacques Joanneau pour Jacques Dalton. C'est notre tonton à nous. S'il veut un héritage, il a qu'à se faire pondre son tonton à lui. C'est Daniel Secaldi qui jouera Lucky Luke, un comédien chevronné qui a bossé pour des grands metteurs en scène comme Henri Verneuil, François Truffaut, Jacques Becker. Il paraît que les affaires sont mauvaises, alors il fait du porte-à-porte. Il va passer par une petite route déserte au sud de la ville. Et concernant son jeu ici, eh bien, en dehors des passages de fusillade, Lucky Luke est un personnage assez impavide, avec une tranquille ironie question humour. Et est-ce parce qu'il est sans cesse accompagné des Dalton, souvent exubérants, qui, par comparaison, donnent l'impression que Lucky Luke est plus calme que jamais, ce qui est possible, mais du coup, Secaldi semble carrément le jouer très introverti. On retrouve aussi Jacques Deschamps, Roger Lumon, Rosy Vart, ou même Jean-Marc Thibault, tiens. Et finalement, après plus de 2 ans de travail et 12 millions de francs dépensés, le film sort en date du 24 octobre 1978. D'ailleurs, le film il s'appelle La balade des Dalton et c'est drôle parce que c'est une balade orthographiée avec 2 L, chantée régulièrement dans le film et dans le titre, mais ils partent aussi en balade orthographiée avec un seul L puisque c'est un voyage et donc c'est drôle. On ouvre dans un saloon et un conteur va nous raconter le film au grand dam d'un personnage hors champ joué par Pierre Tiernia qui fait sa petite apparition avant de se faire tuer hors champ. On veut les danseuses. Tu vas le laisser chanter, oui? Non, parce que moi je préfère les danseuses. Le conteur démarre sa chanson, on l'entendra par petites touches à plusieurs reprises dans le film, et une fois terminé, je vous garantis que vous avez des chances de fredonner l'air pendant un moment. Concernant l'intrigue, l'oncle des Dalton est mort. Il est mort comment, tonton Henri? Pendu. Mort naturelle. C'est une consolation. Pour toucher l'héritage, les 4 frères doivent descendre les jurés et le juge qui l'ont condamné. Ils s'évadent et prennent Lucky Luke par surprise. Pourtant ils ne le descendent pas. Bon, sinon en même temps le film s'arrêterait au bout d'un quart d'heure. Car Luke est censé témoigner du fait qu'ils ont bien accompli leur tâche. Il les accompagne donc pour leur faire croire à chaque fois que la besogne a bien été accomplie. Évoquons d'abord le point de vue visuel. Régulièrement, au niveau des décors notamment, on a vraiment le sentiment à certains moments de voir des coups de crayon à papier qui n'auraient pas été ancrés, comme dans les 12 travaux d'Astérix d'ailleurs. Je veux dire, regardez l'arrière-plan de cette scène de bataille, et osez me dire que vous n'avez pas cette impression. Pourtant, ça donne un certain cachet assez unique à ce film, assez brut, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Les décors sont clairement brossés plus sommairement que pour un Disney, mais faute de réalisme, on a du caractère. Sans que ça ne paraisse carrément fainéant, car, je vais revenir sur Daisy Town pour comparer, prenez les décors. Je veux dire, je veux pas tirer sur l'ambulance, ils avaient moins de budget, moins de temps et une équipe plus réduite. Donc on comprend pourquoi. Mais le fait est que, devant le résultat final, question décor, on est un bon cran en dessous niveau détail, ce qui donne parfois une impression de je m'en foutisme. Et du reste, c'est pareil question qualité des dessins, c'est quand même visiblement plus simpliste pour Daisy Town. Et, question animation, si certains moments de Daisy Town étaient plutôt pas mal, d'autres en revanche, regardez par exemple le côté saccadé de ce passage, exemple parmi d'autres. Ça, c'est le genre d'animation où on peut fermer les yeux si c'est un personnage d'arrière-plan ou de foule,
Mais en gros plan... Bref, si dans la balade des Dalton, ce n'est pas ce qui se fait de mieux non plus, on a franchi un cap, et c'est le plus important. C'est selon moi beaucoup plus attirant que le style des dernières adaptations animées de Lucky Luke, aussi fidèles soient-elles au style de Maurice. Je disais donc que les Dalton veulent tuer les jurés et le juge qui ont condamné leur oncle. À l'instar des 12 travaux d'Astérix, c'est donc un voyage avec une suite de tâches à accomplir. Si ce n'est qu'il n'y a que 9 personnes à tuer, car les jurés ne sont pas 12, mais 8. Donc, c'est en renouvellement constant, au niveau des environnements aussi. Forêt, prison, désert, grotte, ville... Et il y a les personnages qui donnent leur saveur au film. On a une belle variété pour le jury. Un chercheur d'or... C'est vous qui avez tiré sur le canon de ma carabine? Ah, c'est malin. Vous l'avez sans doute faussé. Joué par Henri Virlogeux, ouais. Un alcoolo, un croque-mort, un pasteur assez particulier, un blanchisseur chinois... C'est une blanchisserie, comme le précise clairement ma modeste enseigne. Rita et basmati, les grands rises, c'est perlise. Blanchisseur dont la voix me fait penser à quelque... Oh! Et je vous en passe. Bon, d'accord, beaucoup sont des clichés ambulants, mais c'est pourtant fidèle à la BD. Je ne saurais pas vous dire combien il y a de bonnes répliques, pas seulement des membres du jury, mais aussi donc des Dalton. Même Avrel ne dit pas que des pures sottises, certaines de ses réflexions sont à la fois décalées et à la fois pleines de bon sens. Prenez cette scène où Luke est juste censé convaincre le directeur d'une prison de l'accompagner à l'extérieur de l'enceinte. On mène du temps pour sortir de cette prison. Tu trouves? Papa, ça lui a pris 40 ans. Voilà, c'est le genre du film. Même les animaux, ici doués de paroles, sont marrants, que ce soit Rantanplan ou Jolly Jumper, dont la voix est assurée par René Goscinny lui-même d'ailleurs. Ah, ça m'aurait étonné, moi aussi. En fait, finalement, c'est Luke le moins drôle, ou il est drôle autrement, disons, par ses stratagèmes pour filouter les Dalton, et leur faire croire qu'ils ont réussi à tuer les jurés. Côté musical, je disais que le thème principal était entraînant, et bien l'ambiance musicale, c'est pareil, c'est du tout bon. Après, pour rester du côté musique, c'est du côté remplissage que je soulèverai le seul défaut du film. Mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je vais revenir un peu aux 12 travaux d'Astérix. Il y a une séquence où Astérix, Obélix et les femmes de l'île du plaisir dansent pendant 3 plombes, et c'est un peu fastidieux. Ici, qui est un peu plus varié, il y a une séquence de rêve des Dalton où on nous offre une mini-comédie musicale qui dure tout de même 5 bonnes minutes, ce qui est assez long en soi, surtout que le film dure à peine 1h20, et à plusieurs reprises on peut croire que c'est terminé, mais non, ça repart. On brasse beaucoup de styles en très peu de temps. D'accord, il y a des références, très décalées et anachroniques par rapport au reste du dessin animé. Le délire pourra plaire aux enfants, mais les références, ils ne les auront pas, clairement. Les références, elles sont pour nous, pour les adultes. Je sais que cette séquence plaît à beaucoup de monde, ce n'est pas mon cas. D'autant que contrairement à d'autres chansons dans les films d'animation, c'est totalement dispensable à l'intrigue, ou même à la caractérisation des Dalton. Ce sera ma seule réserve concernant le film, et donc comme je le disais, à l'inverse, beaucoup de monde apprécie cette séquence. Donc allez savoir, si je suis minoritaire, statistiquement, ça a des chances de vous brancher. À la rigueur, je pourrais aussi citer 2-3 facilités scénaristiques, mais le film préfère les assumer et les tourner en gag, on lui pardonne aisément. À l'inverse, le film contient une chose qui manque à certains dessins animés actuels, un petit caillou dans la chaussure de la censure. Oh, rien de si terrible, mais je veux dire, Lucky Luke, c'est un univers de desperado armé jusqu'aux dents, les tripots avec alcool et danseuses, les sinistres croque-morts, la sympathie qu'on peut avoir pour des coyotes comme des Dalton. Et puis à l'époque, Lucky Luke n'avait pas encore troqué sa cigarette pour une brindille. Et oui, fréquemment, Lucky Luke fume. Oh mon dieu, terroriste! Bah quand une version censurée? Oh non, que je donne pas des idées aux éditeurs, ils seraient capables de le faire. Bref, que dire de plus? Les 4 desperados volent probablement la vedette à Lucky Luke, mais après tout, le film ne nous ment pas là-dessus. Il s'appelle La balade des Dalton, et non pas Lucky Luke et la balade des Dalton. Rarement j'ai vu un dessin animé avec autant de bonnes répliques, autant de personnages hauts en couleur, autant de petites trouvailles toutes les quelques secondes. Car j'ai beaucoup parlé des dialogues, mais les gags visuels sont également très nombreux. Plus de 40 ans après, suivre la balade des Dalton, c'est un plaisir dont il serait dommage de vous priver. À l'époque, peut-être parce que c'est un peu moins populaire qu'Astérix, le film fonctionne, mais ne réalise pas les mêmes scores que les 12 travaux. 1 450 000 entrées en France, ce qui est bien, mais pas top. Et en Allemagne, pour le coup, le chiffre d'entrée sera similaire. Ce succès tout de même très correct est mérité, ne serait-ce que vu ses conditions de production sur la fin, terminé rapidement pour pouvoir vite fermer les studios, le directeur de production Serge Caillé devant d'ailleurs trouver des fonds en urgence pour le terminer. Les studios Idéfix ne sont pas viables et doivent fermer. Ils seront clos en réalité 6 mois avant la sortie du film, Uderzo perdant beaucoup d'argent au passage. Il y aura une liquidation judiciaire, le matériel sera vendu, mais pas perdu puisqu'il sera vendu à Jean Chalopin, responsable de bon nombre de séries d'enfance de millions d'enfants. Lucky Luke, lui, continuera de vivre à l'écran avec plusieurs séries d'animation. À titre personnel, c'est celle de 91 que je vous conseillerais le plus.
La BD Lucky Luke continuera sans Goscinny au scénario, Maurice toujours au dessin, il aura tout de même produit 70 albums, même si sur la fin, on sentait un peu beaucoup de copier-coller. Il aura été actif jusqu'à sa mort à l'été 2001, 2 mois seulement avant le début de la diffusion de la nouvelle série de son héros fétiche. Il n'aura eu l'occasion que de voir quelques rushs de cette série. Depuis sa mort, les albums ont été repris par d'autres, et nous avons eu le droit depuis à d'autres adaptations au cinéma, en animation comme en live, pour des résultats, on va dire inégaux, hein. Les Dalton à leur meilleur, c'est dans ce film, à leur pire, c'est dans les Dalton de 2004, si ce film a existé, ce qui n'est pas le cas. Et sans doute jamais l'univers de Lucky Luke n'a été mis aussi bien en valeur à l'écran qu'avec les studios Idéfix. Nous aimons le dessin animé depuis toujours. Uderzo a fait ses débuts dans le dessin animé, et moi, c'est le dessin animé qui m'a donné envie de faire ce métier. Et par conséquent, nous n'avons pas voulu nous priver de ce moyen d'expression pour amuser les gens, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre ambition que celle-là.